Cette émission vous est présentée par le Centre de formation horticole de Laval. Bienvenue à Horti et Culture. Mon nom est Serge Simard et je suis en compagnie de Christian Dufresne, agronome et enseignant au Centre de formation horticole de Laval. Comme à chaque émission, Christian nous accompagne afin de nous faire découvrir le merveilleux monde des jardins et, conséquemment, l'horticulture sous toutes ses coutures. Alors, Christian, qu'est-ce qu'on va explorer aujourd'hui? Alors, cette semaine, Serge, nous allons découvrir un jardin ou redécouvrir un jardin public, le Centre de la nature de Laval, une petite capsule de mon cru sur certains sujets horticoles. Et nous allons visiter une entreprise située à Sainte-Thérèse qui œuvre dans le domaine de l'horticulture depuis 3 générations, les Jardins Dion. Alors, sans plus tarder, allons visiter ce jardin Dion. Madame Sylvie, parlez-nous un peu du début du Centre de Jardin Dion. Comment ça a commencé? En fait, c'est en 1954 que mon père, avec son frère Guy, a commencé vraiment tranquillement, comme à l'époque, en 1954. Il travaillait avec... il s'était acheté un petit rouleau et puis il faisait des gazons. Puis il roulait du gazon, il étendait de la terre. Puis il y avait quelques arbustes. Et puis, il faisait du porte-à-porte pour pouvoir être capable de prendre des contrats. Et puis, les gens voulaient planter des arbres, alors il allait acheter des arbres. Fait qu'il allait chez Auclair, qui était le seul à l'époque sur acheter des arbres. Et puis, ben, il en achetait plus. Fait qu'en ayant plus d'arbres, il s'est ramassé avec un surplus à vendre. Donc, il a dit, ben, je vais ouvrir un petit magasin, puis je vais vendre des arbres. Et dans son garage, à côté de la maison, il y avait un garage. Et puis, il a commencé à vendre des engrais, un petit peu d'arbres. Et puis, tranquillement, ben, c'est devenu de plus en plus gros. Il s'est racheté un camion un peu plus gros. Puis, après, il a commencé à faire un peu de déneigement avec son frère. Et puis, tranquillement, ils ont grossi tout ce qui était de l'horticulture. Il a bâti une serre. Il y a un Portugais qui connaissait, qui travaillait dans une autre pépinière, qui est venu travailler avec lui, qui s'appelait Antonio. Fait que lui, il connaissait beaucoup les arbres. Ça fait qu'il a commencé à acheter plus d'arbres. Là, mon père est allé à Saint-Hyacinthe, suivre un cours l'hiver, je faisais des cours d'horticulture pour approfondir ses connaissances. Et puis, c'est là qu'il a rencontré d'autres qui ont fait à peu près le même parcours que lui en horticulture, qui avaient leur petit magasin. Et puis, ils se sont mis ensemble pour faire des achats pour, en 1978, devenir Botanix. Et puis, ce qui est devenu la bannière qu'il y a actuellement. Puis d'une volonté. Puis des gens qui travaillaient des 100 heures semaine. Mon père a toujours travaillé beaucoup. Puis après ça, bien, vous et votre frère avez pris la relève. Oui, avec ma sœur aussi, qui est arrivée. On est 3. Puis, parce qu'on a aussi son frère qui était avec mon père, a parti une division d'excavation. Okay. C'est à ce moment-là qu'ils ont séparé le côté excavation avec horticulture. Et puis, le plus vieux de mes frères, Alain, lui, est allé dans la division asphalte, qui aime moins les plantes. Et puis, nous, les 3 autres, on a resté... Donc, on voit vraiment que c'est une entreprise familiale. Oui, c'est ça. Ma sœur suit son cours de fleuriste. Fait qu'à ce moment-là, on a ouvert la section fleuriste. Moi, je m'occupais beaucoup plus de l'aménagement paysager. Je me suis mis à dessiner, puis de m'occuper de la gang qui s'occupait de l'aménagement. Et puis, mon autre frère Serge s'occupait plus du magasin. Donc, les 3, on a grandi dans ça. Et puis, après, ben, ça a été nos enfants qui arrivent. C'est ça, là, il y a la relève qui arrive. C'est ça. Mon fils Mathieu, lui, ici, est allé à Saint-Hyacinthe. On est 3 générations à avoir étudié à l'ITA, à Saint-Hyacinthe de Dion, là, en horticulture. Et puis, maintenant, on est tellement fiers d'avoir notre 3e génération qui prend la relève et qui prend... Et pour vous, maintenant, c'est la retraite?
Semi-retraite. OK. J'ai un peu plus de misère, mais là, cette année, c'est la première fois que je travaille 2 jours semaine. C'est bon. Ça fait que ça, on s'enligne un peu pour laisser. Mais nos jeunes font tellement bien ça qu'on le laisse. Mais ils sont c'est dans parti avec l'expansion, puis, une belle expérience avant. Oui, oui, Hein? oui. Une belle On leur dit expérience souvent, n'oublie jamais d'où tu viens. C'est ça. Mon père disait souvent ça, là, n'oublie jamais d'où tu viens, puis regarde en avant. Alors, Hélène, les centres de jardin Dion ou les jardins Dion maintenant, qu'est-ce que c'est? Bien, maintenant, Christian, dans le fond, on est rendu à 2 centres de jardin. Un qui est situé à Sainte-Thérèse, sur la rive nord de Laval, et l'autre, maintenant, un tout nouveau centre de jardin qu'on a acquis en 2019 à Sainte-Anne-des-Lacs depuis, c'est ça, déjà 3 ans. Donc, dans le fond, les centres de jardin, pour beaucoup de gens les connaissent depuis longtemps. Bon, ça fait plus de 65 ans qu'on existe dans la région, qu'on rayonne dans la région. C'est sûr qu'on s'est diversifié beaucoup avec le temps. La deuxième génération avait quand même déjà fait beaucoup de développement. Donc, c'est sûr qu'on vend tous les produits horticoles qui peuvent aider au jardinage, tous les outils. On a également toute la gamme de végétaux. On est également spécialisé dans les jardins d'eau. Ça, peu de monde le sont. Donc, nous, ça fait longtemps, plus d'une trentaine d'années qu'on est spécialisé dans les jardins d'eau. On a une immense pépinière également. Donc, on a vraiment tous les végétaux pour que les gens recherchent dans nos 2 centres de jardin. C'est sûr aussi, on a un fleuriste à Sainte-Thérèse qui s'est développé, là, comme Sylvie elle disait tantôt, là, avec Sylviane là, depuis plus d'une trentaine d'années. Puis, à l'automne, vu que nous, on est particulier et on est saisonnier, donc on fallait qu'on trouve un peu une diversion pour l'automne, conserver nos employés. Donc, on a une boutique de Noël là, à partir de la mi-octobre là, qui est... Selon ton expérience, qu'est-ce qui change là, dans le centre de jardin? La clientèle est-elle différente? Les demandes sont-elles différentes? Sont-ils différents? Bien, c'est sûr que la pandémie a amené beaucoup de changements, mais qu'on voyait déjà. Donc, tout l'avènement des plantes d'intérieur, l'intérêt pour l'environnement, l'agriculture urbaine qu'on voit de plus en plus également, l'intérêt des jeunes, parce que je me rappelle, moi, dans les années 2000, les jeunes cultivait pas, là, nous, des végétaux quand on était jeunes. Mais là, on voit qu'il y a un engouement, c'est ça. C'est un autre type de jardinage qui évolue avec le temps, mais je pense que c'est positif là, pour le domaine horticole. Non, mais merci beaucoup. C'est ça. Mathieu, au Jardin Dion, vous offrez également des services. Quels sont-ils? Oui, effectivement, Christian, Jardin Dion, on fait beaucoup de choses, mais on a entre autres une belle division de paysagement, surtout commerciale. On est vraiment spécialisé dans les plantations de végétaux de masse, plante beaucoup d'arbres pour les municipalités, beaucoup pour des contracteurs généraux, un peu de génie civil, des terre-pleins, des choses comme ça. Un petit peu moins de résidentiel, mais on a quand même une belle division là, avec une 60aine d'employés qui est vraiment un créneau là, de plantation qui est vraiment notre force. Des gros ouvrages. Des gros ouvrages, ouais, surtout de masse. C'est là qu'on se distingue, qu'on se différencie. On a aussi une belle division d'entretien paysager, beaucoup commercial aussi. Puis dans les services, là, depuis qu'il est ici là, en poste, as-tu vu une augmentation? As-tu vu un engouement pour un secteur en particulier? Oui, bien pour l'aménagement paysager, on a des belles tendances. Les municipalités plantent de plus en plus. Puis nous, comme on est positionné dans le commercial, puis avec la pépinière, donc notre associé Maxime Champagne qui développe cette division-là, travaille beaucoup au niveau de l'aménagement qui est vraiment en croissance, puis tout ça. Puis les ventes aux paysagistes aussi, là, ça va bien depuis un certain temps. Puis tu sais, avec l'engouement là, la dépollution, les îlots de chaleur, les nœuds de captation, et ainsi de suite, vois-tu quelque chose qui s'en vient? Est-ce que pour toi, actuellement, tu vois que les paysagistes ou les entrepreneurs demandent des végétaux particuliers pour répondre Beaucoup à de ça? plantes indigènes, beaucoup de plantes indigènes de plus en plus. Donc, on essaie de développer un petit peu la production à ce niveau-là. Des fois, l'approvisionnement est difficile. La matière première est difficile. Beaucoup d'indigènes, les noux végétalisés, ces choses-là aussi. Donc, on voit que c'est moins horticole, peut-être, c'est plus travailler sur c'est ornemental, mais quand même, c'est l'avenir. Là, fait qu'il faut comme penser peut-être à orienter notre production différemment, parce que je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce qu'on fait. On essaie d'aligner notre production sur les besoins des municipalités, les besoins environnementaux, tout ça. Donc, c'est ce qu'on fait. Le Centre de la nature est un parc public de la ville de Laval. Il est situé dans le secteur Saint-Vincent-de-Paul et cerné par les rues du Parc et les boulevards Saint-Martin, Concorde et Pie-Neuf.
Il a été aménagé sur le site d'une ancienne carrière et en partie sur un ancien dépotoir. Il s'agit d'ailleurs de l'un des rares exemples de ce type d'aménagement en Amérique du Nord. De 1915 à 1932, la compagnie montréalaise Lorrain et Leach exploite le terrain pour en réaliser une carrière. Ce type d'exploitation modifie considérablement la topographie du site. En 1961, l'ancienne municipalité de Saint-Vincent-de-Paul le transforme en parc. En 1968, c'est la nouvelle ville de Laval, avec M. Maurice Lin, qui en fait officiellement le centre de la nature pour ouvrir ses portes au public en 1970. Au fil du temps, plusieurs éléments qui composent le parc aujourd'hui font leur apparition. Dès 1968, une grande piscine et un terrain de baseball encore présents occupent la partie nord. En 1970, le pavillon d'accueil et les jardinets d'écoliers font leur apparition. L'année suivante, c'est la construction de la ferme et des serres. 5 ans plus tard, on aménage le Grand Lac et le village des Arts. Devenu un incontournable dans la vie des Lavallois, plusieurs événements populaires comme la Fête de la Famille et la Saint-Jean-Baptiste y sont organisés chaque année. À partir de 1984, le volet horticole prend toute sa place et plusieurs jardins thématiques y voient le jour. Plusieurs centaines de végétaux, arbres, arbustes, vivaces et annuels y sont plantés pour créer un environnement unique dans plusieurs sites comme le Jardin des Sous-Bois, le Jardin d'essai des Annuels, les Jardins écologiques et le Jardin des Échinaciers. En 2000, le Centre de formation horticole de Laval établit une entente avec la Ville de Laval pour y installer son complexe de serres, ateliers et garages. Nos étudiants en horticulture sont choyés d'étudier et d'apprendre dans ce site exceptionnel. Un bel exemple de partenariat s'installe et pour ses 50 ans, le Centre de formation horticole de Laval, l'enseignant Patrick Parizeau et plusieurs cohortes d'élèves en horticulture urbaine réalisent la forêt du 50e. En 2015, 4 nouveaux jardins font leur apparition, le jardin éphémère, le jardin alpin, le jardin des tapis de fleurs et le jardin nomade. Plus de 50 ans après sa fondation, le Centre de la nature est en constante évolution. Le parc est ouvert tous les jours de la semaine et c'est gratuit. Quelle belle sortie en famille pour découvrir la nature. Bonne visite! Il n'y a pas à dire, les Lavallois sont privilégiés de pouvoir profiter d'un si bel endroit sur leur territoire. Toutefois, nous vous rappelons qu'il est ouvert à tous, ne vous en privez surtout pas. Mais retournons maintenant au Jardin Dion pour parler d'avenir et de bassin d'eau. Alors, Caroline, quel est l'avenir de Jardin Dion? Bien, actuellement, ça va très bien. On a plus de 250 employés en haute saison. Puis là, on regarde justement quels sont les projets du futur. On fait d'ailleurs des planifications stratégiques à chaque hiver pour regarder c'est quoi notre horizon 1 an, 3 ans et peut-être même 10 ans pour vraiment se projeter dans le futur. Je dirais qu'en ce moment, nos priorités, oui, on va avoir une croissance dans la division services, comme mon associé Mathieu expliquait, l'aménagement paysager, l'entretien paysager, tout à niveau commercial, municipal, parce que les services constituent quand même 1/3 de l'entreprise de Jardin Dion. Donc, c'est vraiment une division qui a une grande importance ici. Et on veut aussi travailler beaucoup sur l'intégration verticale. Ça, ce que ça veut dire, c'est que en ce moment, Jardin Dion, c'est 90% des produits qu'on vend dans nos centres de jardin qui sont achetés et revendus. Donc, si on veut augmenter, puis il y a 10% qu'on produit nous-mêmes via notre production horticole, que ce soit en champ, en contenant ou en serre. Et on veut augmenter ce prorata-là. Donc, si en ce moment, c'est 10% qui est produit, on aimerait augmenter, peut-être même jusqu'à doubler cette proportion-là. Puis, de cette façon-là, on peut utiliser nos serres qui ne sont pas utilisées pour la vente et on peut aussi agrandir notre champ car nous avons une partie du champ qui est boisée. Donc, en faisant un défrichement, on va pouvoir aller agrandir notre production horticole en champ et avoir plus d'arbres qui vont pouvoir servir dans notre division service pour aller, par exemple, diminuer les îlots de chaleur, planter plus d'arbres. Et on sait que c'est des arbres de gros calibre que les municipalités recherchent. Et ça, c'est une de notre expertise. Fait que ça, c'est un autre axe sur lequel on veut travailler. Et on veut aussi, avant d'aller chercher une autre croissance, on veut travailler sur nos processus, c'est-à-dire l'informatique et aussi tout le suivi de nos inventaires.
Mais pour cela, ça prend un système intégré de Effectivement. suivi. Ouais. Et faut faire en sorte que quand la marchandise arrive sur notre lieu, notre centre de jardin, il faut la réceptionner à l'inventaire, faire le suivi au système. C'est beaucoup de procédures et beaucoup de processus, beaucoup de formation. Alors, Mylène, bonjour. Bonjour. Alors, on est devant ton département, le département des plantes aquatiques. Oui. Depuis que tu es ici, la clientèle qui vient pour faire les aménagements, les bassins d'eau, et ainsi de suite, mais qu'est-ce qu'ils te demandent? Qu'est-ce que tu conseilles aux gens? C'est souvent au niveau des plantes pour atteindre un certain équilibre pour l'eau, pour qu'elle soit belle, pour qu'elle soit claire, puis que les poissons soient heureux quand ils ont des poissons. Je suggère différentes plantes. Il y a 3 sortes de plantes. Il y a des catégories, là, 3 sortes de catégories. Il y a des plantes flottantes, des plantes oxygénantes et des plantes filtrantes. Donc, si ils peuvent avoir ces 3 sortes de plantes-là, ça va leur permettre d'avoir une belle eau avec pas trop d'algues, tout dépendant de l'emplacement des bassins. Puis, c'est ça, c'est au moins... ils développent un écosystème, un environnement. Un équilibre, c'est ça. Oui, Un aquatique. équilibre aquatique. Oui. Est-ce que tu vois de plus en plus de gens qui se font des jardins d'eau ou des bassins d'eau? Il y en a pas mal. Il y a beaucoup de gens aussi qui découvrent qu'on fait des petits bassins juste pour le plaisir, là, avec simplement un pot pour entendre le son. C'est un autre mode. Relaxation, Oui, calme. relaxation. Oui, C'est puis ça. c'est accessible à tout le monde. Donc, quand on peut pas avoir un gros bassin, avec une grosse charge quand même de travail, ben là, il y a d'autres moyens d'avoir accès à cette eau-là, à ce bruit-là, à cette... Le ce côté aquatique, là, zen. c'est ça, le côté Oui, zen, tout à tu sais. fait. Oui. Puis, je sais que vous êtes un très grand distributeur de plantes aquatiques. Oui. Est-ce que tu as vu des nouvelles plantes arriver, des nouvelles choses qui ont été présentées sur le marché aquatique, là, de plantes aquatiques? Bien, moi, je sais que j'ai des coups de cœur à chaque fois. On dirait que j'en découvre à chaque année des plantes nouvelles. Il n'y a pas rien nécessairement de nouveau que j'ai vu cette année. Mais... Si on compare, par exemple, avec les plantes ornementales, à chaque année, il y a toujours quelque chose de nouveau, toujours quelque chose de nouveau. Est-ce que dans la plante aquatique, c'est plus traditionnel? On est toujours dans le même... Oui, on essaie dans le fond, il y a des plantes qui sont comme des gagnantes, là. Tu sais, c'est des plantes qui reviennent à chaque année parce que c'est une plante facile d'entretien, vivace, que les gens aiment. C'est bon pour la filtration. Donc, ça revient tout le temps. Des jacinthes d'eau, des laitues d'eau. Oui, bien ça, c'est toujours. Oui, ça, c'est des classiques. Mais, tu sais, au niveau des vivaces, on suggère beaucoup les plantes indigènes, comme de la sagittaire ou de la pontederia, qui permet d'avoir des floraisons, puis de pouvoir les garder. Puis, c'est des bonnes plantes. Tu sais, ça fait que c'est comme des plantes clés pour avoir un bassin qui a de l'allure, puis qui se tient bien. Qui se tient bien, oui, puis qui va perdurer aussi dans le temps. Puis avec un bassin comme ça, les gens se créent un bassin. Qu'est-ce qui se passe en l'hiver? Est-ce qu'on ferme tout ça? Les plantes, on les entrepose? Qu'est-ce qu'on fait avec les plantes? Bien, ça dépend toujours de la grosseur, de la profondeur du bassin. Les plantes, même si on a un petit bassin pas très creux, puis on a des vivaces, il y a toujours moyen de les garder dans son terrain, creuser un trou, puis pouvoir les mettre à cet endroit-là pour l'hiver, bien protégés. Puis on les reprend au printemps, puis on les remet dans notre bassin quand c'est pas très profond. Sinon, les gens, quand ils ont assez profond dans leur bassin, comme un 3 pieds, bien, ils peuvent les laisser dans le fond du bassin parce que ça ne gèle pas à une certaine profondeur. Donc, c'est du moment que ces vivaces-là ont des périodes de dormance. Sinon, bon, c'est sûr que les jacinthes ou laitues d'eau ou les plantes qui sont flottantes, c'est considéré comme des annuelles. Ça, on s'en débarrasse. Là, mais il n'y a pas possibilité vraiment de les garder à l'intérieur non plus. Là. Donc, tu sais, les gens, oui, il faut quand même fermer son bassin pour l'hiver, sauf si on a des poissons. Sinon, il y a moyen de garder ces poissons si on est assez profond avec des chauffes. Dans le fond, il faut toujours qu'il y ait l'oxygène qui passe. Il ne faut pas qu'il y ait un couvert. C'est ça. Donc, si on peut avoir un chauffe, c'est une soucoupe, là, plus des bulles, dans le fond, les poissons vont pouvoir survivre aux hivers là, ici, mais c'est ça. On ne peut pas garder des poissons à un pied de profond. Non, ça, c'est ça sûr. va geler. Oui. C'est ça. Mais donc, si je comprends bien, vous offrez aussi le matériel, les pompes, les éléments qui vont permettre à ce que toute cette mécanique-là puisse fonctionner en milieu artificiel. On va dire tout à fait. Fait qu'on a vraiment beaucoup de choses pour aider les gens à garder leur bassin pour l'hiver, aussi les protéger des prédateurs ou des filets ou tous les produits pour régler les problèmes
les algues vertes, les matières en suspension, on a tout ça. Quelqu'un qui veut commencer de zéro, ben, vous le prenez de zéro puis vous le montez Oui. avec lui pour arriver avec un produit ben, évidemment de qualité. Oui. En fonction, bien évidemment, de la grosseur qu'il veut. On peut partir, comme tu disais tantôt, d'un petit bassin, puis jusqu'à un lac ou un étang quasiment. On Tout à fait. C'est selon le budget. Puis il y en a pour tous les budgets. Tu sais, c'est vraiment... on n'est pas obligé d'avoir un gros bassin de 20 pieds par... Non. Bon, c'est possible d'avoir... On en a aussi des bassins prémoulés. Fait que quelqu'un qui ne voudrait pas se casser la tête, pas prendre une toile, mais c'est vraiment... On peut même le faire sur un balcon. Oui, c'est ça. On pourrait avoir des petits... Oui, c'est ça, justement, les petits bassins là, en pot, là. C'est avec possible. tous les condominiums puis les maisons de ville qui arrivent et ainsi de suite. Bien, je pense qu'eux aussi pourraient se permettre d'avoir des plantes aquatiques. Oui, ils peuvent. Oui, tout à fait. On n'est pas obligé d'avoir une quantité industrielle non plus. On peut juste avoir une jacinthe dans un petit pot d'eau, puis on est super heureux. Oui, c'est ça. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci, Christian, de cette randonnée à faire rêver. Comme le prof Antoine n'est jamais très loin, nous en sommes maintenant à la capsule horticole. Cette semaine, ma chronique, je vais vous entretenir sur les racines, le système racinaire. La racine est un organe morphologique de la plante extrêmement essentiel pour sa survie puisqu'elle va absorber l'eau et les minéraux, bien entendu, les transmettre aux feuilles pour pouvoir faire la photosynthèse et tout ce qui s'ensuit. Ici, j'ai des plantes d'intérieur, mais le système racinaire, on peut le retrouver semblable dans n'importe quelle plante, autant intérieure qu'extérieure. Les racines les plus connues sont les racines standards, des plantes que vous voyez. Alors ici, je vais vous montrer une plante avec une racine qui est un peu fibreuse. Elle va être capable d'aller chercher un peu partout la masse d'eau et de minéraux que la plante a besoin pour sa croissance. Tout dépendant du type de racine, si elles sont plus petites ou elles sont plus grosses, bien, il va falloir faire attention à l'arrosage pour ne pas qu'elles sèchent, parce que si elles sèchent, évidemment, ça va être difficile par la suite de reprendre son eau. Mais il y a des plantes plus résistantes, si vous voulez, avec certaines particularités. Là, je m'en vais avec une plante qu'on appelle avec une racine tubérisée. Alors, si je la sors, vous voyez ici les espèces de grosses racines là, qui ressemblent à des gros spaghettis. Là. Alors, ces racines-là, même des fois, ça peut faire des gros morceaux. On va le voir chez les hostas, entre autres. Mais la racine va gorger d'éléments nutritifs. Donc, elle va être capable, avec une certaine sécheresse, de résister dans le temps. On va voir ça souvent chez les mauvaises herbes. Hein? Tout est séché, mais la mauvaise herbe est encore verte. Donc, ou les plantes que l'on veut moins avoir dans un jardin plus ornemental. Mais ces plantes-là ont une certaine caractéristique intéressante. Donc, elles peuvent être utiles dans des conditions qui sont particulières. Je vais avoir aussi un système racinaire dans le cas des bulles, mais on va le voir aussi, tantôt je vais vous le montrer dans le cas des graminées, donc je vais la déterrer pour vous le montrer. C'est un système racinaire en plateau. Alors voyez-vous, on a le bulbe, alors les tulipes, les jonquilles, les jacinthes, pardon. Ici, on a l'amaryllis. Donc, on voit vraiment le plateau. Je vais un peu le secouer pour vous montrer exactement. On voit le plateau qui est en bas et du plateau, le système racinaire va s'installer. Les oignons, dans les potagers, vont avoir le même type de système racinaire. Système qui n'est pas très profond, qui est en surface, mais quand même assez efficace pour pouvoir aller chercher l'eau et les minéraux. Je vous parlais des graminées, bien, c'est le même principe. Si je vais enlever, ça, c'est pas une graminée, mais le principe est le même. Alors, si je la sors puis je vous la montre, voyez-vous la quantité de masse. Alors, on voit ici la grosse racine. Donc, ces racines-là ont quand même une capacité intéressante au point de vue du stockage d'énergie et évidemment, de la matière organique décomposée, on va aller chercher les minéraux et ainsi de suite. Faites attention parce que certaines plantes ont des racines, mais certaines plantes ont des rhizomes. Le rhizome étant une tige modifiée, et ces rhizomes-là vont s'en aller un peu partout, vont refaire une masse racinaire et vont décoller. Tout le monde connaît le chien-dent, là, mais il y a plusieurs graminées qui sont par propagation par rhizome, donc peuvent devenir quand même assez envahissantes. Ici, j'ai une fougère. La fougère, on voit son rhizome. Alors, voyez-vous, les rhizomes, là, ça, c'est toutes les tiges. On pourrait penser que ce sont des racines, mais ce n'est pas des racines, c'est vraiment des rhizomes. Et c'est une tige modifiée. Et de la tige modifiée, je vais avoir la fronde ou la feuille qui va ressortir. Donc, dans le cas d'une plante qui pourrait être dite envahissante, le rhizome va s'en aller, la tige va ressortir et ainsi de suite. On le voit chez les framboises, entre autres. Les plantes framboises qui ressortent un peu partout. On va le voir chez les vinaigriers à l'extérieur, dans le cas des arbres. Ces plantes-là qui sont, dans certains cas,
Ça, je vais le mettre à côté parce que sinon, on ne se verra plus. Dans certains cas, envahissantes. Ce n'est pas ce qu'on veut avoir. Il existe aussi ce qu'on appelle des racines adventives. Qu'est-ce qu'une racine adventive? C'est une racine qui s'installe et elle attend le moment opportun pour pouvoir venir se planter. Dans le cas ici, des pothos ou des philodendrons, à l'aisselle, alors si vous voyez à l'aisselle des feuilles, donc au niveau des nœuds ici, vous allez avoir une petite excroissance, un petit bouton. Donc, si je prends ça et je le mets dans la terre, la plante va se réenraciner, elle va faire un système racinaire. Donc, c'est un peu son mode de propagation. Donc, dans la nature, comment ça fonctionne? La plante va pousser, va s'installer au niveau du sol, elle va s'enraciner, va s'en aller un petit peu plus loin, ainsi de suite. C'est les plantes qu'on dit qu'elles marchent. Hein? Les plantes vont marcher. On va les planter ici, puis quelques années plus tard, elles sont rendues là-bas parce que les racines se sont installées. Bel exemple ici d'un Phyllomonstera. Alors, voyez-vous, là, ces espèces de... Je vais enlever ça pour que vous voyez bien à la caméra. Alors, voyez-vous ici ces espèces de tiges brunes qui ressortent de la tige. On les voit ici, ces tiges brunes-là, mais ce sont des racines adventives. Elles vont venir s'installer au niveau du sol. La plante va avancer, va s'enraciner, va avancer, va s'enraciner, et ainsi de suite. Donc, ce sont des plantes tropicales qui viennent coloniser une surface. Donc, si vous voyez ça dans vos plantes d'intérieur, pas de panique en la demeure, la plante n'est pas en train de mourir, c'est normal. C'est son mode de croissance au point de vue racinaire. Il existe aussi des plantes qui n'ont pas de système racinaire ou très peu de système racinaire. Je reparle des épiphytes, entre autres. Alors, voyez-vous, ici, je n'ai presque pas de masse racinaire. Les plantes se fixent au niveau d'un substrat d'un arbre, habituellement, vont vivre de l'humidité relative, et c'est la décomposition qui va venir faire un système d'engrais, si vous voulez, pour que la plante puisse fonctionner là-dedans. Je vais aller vous chercher l'orchidée, mais l'orchidée, c'est le même principe. Alors, si je défais le pot ou si je défais l'orchidée, mais vous voyez que l'orchidée est vraiment dans un substrat qu'on appelle communément des copeaux, là, des copeaux de bois. Mais dans la vraie vie, ça va être de l'écorce décomposée. Et cette masse de racines-là va venir s'installer un peu partout, va absorber la matière en décomposition et l'humidité relative pour pouvoir fonctionner. Donc, ce sont des plantes qui sont particulières. Évidemment qu'ici, dans nos conditions, on n'a pas de plantes épiphytes à cause, vous comprenez bien, l'hiver, on n'a pas ça. Dans le sud, on va l'avoir, mais si vous avez des plantes intérieures, bien, vous comprenez un peu le mode de propagation. Alors, en gros, je vous ai présenté différents types de racines. Plus tard, lorsqu'on parlera des arbres et des arbustes, j'irai plus en profondeur sur d'autres types de racines. J'espère que cette chronique vous a aidé. Je vous souhaite un bon jardinage. Merci, Christian, pour le partage de ces connaissances passionnantes et surtout instructives. Retrouvez-nous à notre prochaine émission pour d'autres belles découvertes de jardins et de secrets horticoles. Bon jardinage!